tout cas, je remercie François Pellegrini, dont l'intervention l'année passée nous avait marqué, à la fois inquiétante et sécurisante. Professeur des universités, vice-président en charge du numérique à l'Université de Bordeaux, chercheur au LABRI, Laboratoire bordelais de recherche en informatique, et à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, j'en perds mon souffle, la CNIL. On sait votre capacité à nous étonner. Je parle de l'étonnement et de la surprise parce que ça a été un des thèmes de ce matin. Alors que le numérique est perçu comme voleur d'attention, chronophage et dispersant, vous nous ouvrez des fenêtres sur des solutions qui élèvent notre niveau d'attention, avec à la clé une question: quelle peut être la place de l'individu au sein de l'environnement numérique? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Je suis profondément désolé de ne pas avoir assisté aux interventions de ce matin, puisque effectivement, à entendre ce qui en est dit, je me dis que peut-être que je vais repasser sur des chemins qui auront déjà été labourés par d'autres. Mais écoutez, voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Alors attention, il est dans le titre, là, finalement, là, j'ai décidé de le mettre dès le début. De quoi je veux vous parler aujourd'hui? Alors en fait, d'abord, reposer le contexte, je fais ça un peu à chaque fois, mais désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu. On parle de la révolution numérique qui, parce que c'est une révolution, on le verra, transforme profondément la société, et spécialement les modes d'interaction entre les personnes. C'était déjà le cas de la révolution de l'écriture, c'était déjà le cas de la révolution de l'imprimerie. Avec la révolution numérique, on va voir qu'effectivement, la transformation des modes d'interrelation des personnes est profonde. Qu'est-ce qu'on entend par révolution numérique? On entend l'action de numériser. Numériser, c'est transformer en nombre. Ça veut dire qu'effectivement, on a de l'information qui est enracinée dans le monde physique, les vibrations de l'air que je provoque, la lumière qui circule dans cette pièce, et grâce à des dispositifs de captation, ceux qui sont en face de moi, par exemple, on va effectivement échantillonner, transformer ces informations du monde physique en informations abstraites, en 0 et en 1, comme on le fait couramment en informatique. Et à partir de là, dès le moment où on aura ces tas de 0 et ces tas de 1, eh bien, on va pouvoir les manipuler d'une façon que ne permet pas, j'allais dire, leur enracinement dans un support physique. Bouger un livre, c'est très compliqué, c'est ce que j'appelle la tyrannie de la matière, alors que dès le moment où on abstrait l'information contenue dans le livre du support physique, on va pouvoir la transporter, la copier, la dupliquer de façon extrêmement rapide. À partir de là, l'information développe entièrement ses ailes de ce qu'on appelle un bien non rival. Un bien rival, c'est un bien pour lequel on est en rivalité pour l'acquérir. Un sandwich, un crayon, un vêtement. Si je vous donne mon sandwich, vous pouvez le manger, je ne peux plus le manger. Alors qu'en fait, quand j'essaie de vous donner une idée, en fait, je ne vous donne pas une idée, je vous copie une idée. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut donner sans s'appauvrir. Et effectivement, partant de là, on rentre dans des modèles économiques qui sont radicalement différents, d'autant que cette copie, grâce à l'Internet, va se faire à coût marginal nul. C'est-à-dire qu'entretenir Internet, ça coûte cher. Il faut des ordinateurs, il faut de l'électricité. Tout ça, c'est des biens rivaux. Mais dès le moment où vous avez un ordinateur et de l'électricité, où il est connecté à cette infrastructure, alors vous pouvez choisir ou non de copier de l'information, de la diffuser, ce qui fait que l'acte de copie en lui-même, une fois que vous avez payé ce coût d'entretien, devient un acte qui peut s'effectuer à coût nul. Et à partir de là, on rentre dans une économie de l'abondance, et l'Internet permet aussi la quasi-immédiateté de la transmission. Et donc on se retrouve dans un univers informationnel d'une richesse extrême, parce que l'ensemble de l'information publiquement accessible peut être accessible à tous, quasiment immédiatement. Et donc effectivement, quand on considère l'apport des réseaux numériques aux activités humaines, clairement, on s'aperçoit qu'ils augmentent globalement la quantité brute d'informations à laquelle nous sommes soumis. Clairement, ça a pu être évoqué peut-être également à travers la question de la souffrance au travail, on a une multiplication des destinataires des courriels, puisque ça ne coûte rien de l'envoyer à d'autres personnes, on se dit, au cas où, allez hop, j'en rajoute 3 ou 4 dans le courriel, et pas j'envoie. De toute façon, un problème transféré est un problème résolu.
À partir de là, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le terme charge mentale. C'est assez récent qu'il apparaisse dans le débat public. Et effectivement, maintenant, tout le monde parle de charge mentale parce que finalement, on a mis un mot sur le concept qui était un peu latent, mais qui devient sans doute une pression plus actuelle et plus forte à mesure que l'encerclement des personnes par les outils numériques s'accélère. Et puis, au-delà du nombre, c'est un phénomène induit. Plus il y en a, plus la probabilité que vous en receviez dans la même période de temps est importante. Et donc, il y a un accroissement de la fréquence à laquelle notre attention est sollicitée. Vous allez avoir des notifications permanentes, pim, et vous avez un nouveau courriel, pim, oh, un message Facebook, ping, oh, un tweet, oh, ping. Et donc, à partir de là, en réaction aussi, on voit se construire un droit à la déconnexion dans le milieu du travail et qu'on peut également pouvoir invoquer dans la sphère privée. Et donc, face à effectivement ce déferlement informationnel, certains peuvent dire que l'humain devient le goulot d'étranglement de la circulation de l'information. Du temps où Voltaire et Rousseau s'envoyaient des noms d'oiseaux à la plume d'oie, effectivement, ça prenait un certain nombre de semaines entre chaque échange de missives, ce qui laissait le temps à Voltaire de bien préparer son fiel et à Rousseau de bien pleurer. Mais en tout état de cause, effectivement, il y avait le temps de la respiration, le temps de la réflexion, alors que, effectivement, dans le cadre actuel, on se dit que finalement, c'est peut-être la vitesse de traitement de l'humain qui pose problème, et j'ai mis des guillemets à traitement parce qu'on mettra en perspective ces concepts, qui est donc maintenant supposée inférieure à celle de la machine, elle pose question, on reçoit des courriels, et puis on n'arrive pas à les traiter, et puis ils s'empilent. Et donc effectivement, certains d'entre vous, peut-être ce matin justement, je regarderai avec plaisir la vidéo sur les aspects neurologiques, effectivement, certains commencent à étudier la possible modification profonde de nos processus mentaux, dans lesquels, effectivement, une information très abondante et, somme toute, peu structurée, conduit à offrir plutôt une vision du monde qui soit réticulaire, qui soit en réseau, qui soit très horizontale, plutôt que la vision hiérarchique et causale que pouvaient avoir les générations précédentes dans un monde très structuré, surtout s'il y a un Dieu au-dessus. Et donc, effectivement aussi, une question de stimulation permanente des personnes, ce qui peut s'apparenter au niveau de notre construction biologique à un état de stress. Notre corps a été créé pour pouvoir réagir à des situations exceptionnelles de stress en produisant de l'adrénaline de façon à s'échapper s'il y a un tigre à dents de sabre ou d'autres trucs déplaisants. Finalement, est-ce qu'on ne risque pas de solliciter ce mécanisme d'une façon trop fréquente et où finalement ça ne deviendrait plus un mécanisme d'aide à la survie, mais un mécanisme qui pourrait nous mettre en danger. De fait, quand on considère la transformation de l'univers numérique, on voit apparaître un terme qui me semble, je pense là aussi, peut-être a-t-il été traité ce matin, me semble-t-il, par Patrick Aguilar, c'est cela, Michel, sur l'économie de l'attention. Donc effectivement, l'abondance de l'information modifie profondément les chaînes de production et de consommation des biens informationnels. Avant, un livre, ça coûtait cher, c'était un bien rival, donc il fallait le transporter, le produire, alors que maintenant, effectivement, tout ce qui est diffusé en ligne peut être consommé à coût marginal nul. C'est-à-dire que la production est à coût marginal nul, mais la consommation aussi, puisque le réseau de distribution, l'Internet, le permet. Et donc on est dans une économie de l'abondance, où effectivement on peut à la fois écouter des chants du XIIIe siècle et le dernier tube à la mode en 2 clics, on a au bout des doigts l'ensemble de la pensée humaine, mais effectivement pour les industriels et une partie des industriels, puisque finalement on va rentrer dans un modèle d'abondance, qu'est-ce qui devient rare, qu'est-ce qui devient monétisable? Ben, ça va devenir le temps de cerveau disponible, qui est un bien rival, il n'y a que 24 heures dans une journée, à partir de là les gens ne peuvent pas tout visionner en même temps, ne peuvent pas tout écouter en même temps, et donc c'est ce bien rival pour lequel les acteurs commerciaux rentrent en compétition, et donc d'où la définition de ce terme d'économie de l'attention, c'est-à-dire capter l'attention du consommateur pour effectivement, à la fin, vendre des trucs. Et donc on se retrouve avec des modèles économiques qui sont centrés sur la connaissance la plus fine possible des individus pour mieux les servir.
C'est l'argument toujours qui est invoqué. Et donc en particulier par de la publicité ciblée, puisque les grands acteurs vivent, même les petits, du fait qu'à un moment donné, on va cliquer sur un bandeau publicitaire. Si vous proposez à quelqu'un des sujets qui l'intéressera, il ne cliquera jamais, et le publicitaire ne gagnera pas d'argent. Donc l'intérêt, c'est de bien mieux cibler les gens pour qu'ils cliquent plus et que la régie publicitaire gagne plus d'argent. Et à partir de là, comment est-ce qu'on connaît les gens ? Il n'y a rien de mieux que d'utiliser les données qu'ils fournissent gracieusement. Et donc, on va avoir un certain nombre de produits d'appel gratuits. On vous offre une messagerie gratuite. C'est cool, mais rien n'est gratuit à part l'air qu'on respire. Et encore, ça c'est le premier principe d'économie. Donc si on vous fournit quelque chose de gratuit, c'est qu'il doit y avoir de la monétisation derrière. Et c'est en fait la valorisation de vos données personnelles. Le deuxième principe d'économie étant, si le service est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise. Et donc effectivement, vous n'êtes pas l'utilisateur d'un service de messagerie gratuite. Vous êtes l'utilisé de ce service de messagerie qui va monétiser vos données vis-à-vis de réels clients qui sont les publicitaires qui veulent que la publicité soit consultée. Et donc à partir de là, vous allez avoir un modèle dans lequel on va solliciter de façon répétée les personnes à rester sur ces plateformes. Bonjour, ça fait 3 jours qu'on ne vous a pas vu. Venez, on a des super histoires à raconter. Machin a posté une vidéo de chaton absolument hilarante. Reviendez chez nous. Et effectivement, on va ressolliciter votre attention de cette manière-là. Pas d'une façon, effectivement, j'allais dire, pas nécessairement dans votre intérêt. Et donc, on est maintenant face à une sursollicitation, en particulier avec les fenêtres de publicité qui peuvent apparaître et déborder de l'écran et ruisseler par terre. Et donc, clairement, à un moment donné, trop de pub tue la pub, et finalement induit une baisse globale de l'attention, et c'est pas ça que le publicitaire souhaite. Et donc, à partir de là, on est dans une période de régulation, qui est caractérisée par la mise en œuvre de dispositifs de filtrage, soit par les personnes elles-mêmes, avec les fameuses ad blockers, les greffons qui, dans votre navigateur, vont bloquer les fenêtres de publicité, où les gens vont dire « Ah ah, j'ai vu que vous utilisez un bloqueur de publicité, alors je ne vais pas vous montrer mon contenu censément gratuit qui en fait est... » Et donc, on est dans une guerre finalement... Alors, on est dans une guerre des publicitaires contre le public, qui finalement implique les éditeurs de contenu qui se retrouvent à ne pas montrer leur contenu à leur public. Et donc, effectivement, il y a un peu une prise en otage des éditeurs dans cette guerre publicitaire, et il y a des vraies questions qui se posent sur la refondation du modèle publicitaire. J'y viendrai, ou en tout cas du modèle de financement de l'accès à la connaissance. Et puis aussi, ça c'est plus rigolo, par les responsables de traitement eux-mêmes. C'est-à-dire que les responsables de traitement disent « Ok, on ne va pas vous sursaturer », et donc, on va filtrer ce que vous allez voir. Et en particulier, sur un grand réseau social, quand vous avez beaucoup d'amis, en fait, il y a des gens qui vous disent « Ah tiens, j'ai posté ça, tu l'as vu ?»« Ah non, je ne l'ai pas vu. Sur mon fil, ça y est pas. » Et donc, l'éditeur de plateforme a décidé de filtrer ce qui a été posté par les gens dont vous êtes censés être les amis. Et pourquoi, de quelle façon ils vont le filtrer ? Pas dans votre intérêt, mais plutôt pour essayer de vous cibler mieux. C'est-à-dire qu'ils vont passer les contenus sur lesquels... par leur méthode de ciblage, ils ont vu que vous étiez déjà d'accord, ou déjà pas tout à fait d'accord, et ils vont plutôt laisser passer les contenus pour lesquels on ne connaît pas encore votre opinion, pour voir si vous allez dire « j'aime, j'aime pas, je suis pas content, etc., pour vous cibler un petit peu mieux. Et c'est-à-dire qu'on se trouve face à un filtrage de l'information mise à la disposition des personnes par ces plateformes, qui n'est pas nécessairement dans leur intérêt, parce que finalement, il y a des messages de vos meilleurs amis qui ne passeront pas, parce qu'on considère que commercialement, ils ne disent rien sur vous, et qu'on va chercher plutôt à vous passer d'autres messages. Et donc, clairement, là aussi, le contrôle des personnes sur l'information qui va leur arriver, et la compréhension globale du fonctionnement des plateformes, est un vrai enjeu. Alors, après avoir parlé de l'économie de l'attention, je vais parler maintenant du numérique au service de l'attention. Clairement, les technologies numériques sont extrêmement versatiles et elles peuvent également servir à assister l'humain dans des tâches qui requièrent son attention. Et donc, à partir de là, on est dans un processus d'augmentation de ses capacités dans le domaine intellectuel, mais tout comme le boulier le permettait déjà, ou un certain nombre d'objets qui visaient à permettre un meilleur travail de l'esprit humain. En gros, on va trouver deux grandes catégories d'usage. Le contrôle de l'attention de la personne et l'assistance
à l'attention de la personne. Alors le contrôle de l'attention, c'est par exemple ces systèmes anti-endormissement, où on va regarder si la personne est bien vigile dans sa voiture ou dans le train, de façon à ce qu'elle n'aille pas faire un bisou à un platane. L'assistance à l'attention, elle va justement essayer d'aider les personnes qui ont pour charge d'être attentifs dans leurs tâches, par exemple en détectant des motifs anormaux qui pourront ensuite nécessiter le traitement humain subséquent. Et donc dans ce cadre-là, c'est les logiciels de contrôle de l'attention, enfin les systèmes, je ne vais pas en parler, vous comprenez bien l'idée. Dans ce qui est donc de l'assistance numérique à l'attention, il y a une très très grande variété de ces dispositifs, parce que les activités humaines sont diverses. Ça va être tous les voyants, les clignotants, les alertes, les rappels, et comme j'allais dire, ça participe aussi aux petites attentions. Oups, aujourd'hui est l'anniversaire de Tata Ursule. Bon. Non mais c'est ballot d'oublier. C'est sympa finalement que la machine vous l'ait rappelé. Et puis, si vous y aviez pensé, vous l'auriez souhaité. Donc, vous vous rappelez l'anniversaire de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est plutôt bon. Hein, mais Tata Ursule, quand même, ça vaut le coup, effectivement, de ne pas la vexer parce qu'elle nous a fait sauter sur ses genoux quand on était gamin. Et donc, tous ces traitements vont participer à la diminution de la charge mentale et à l'automatisation des processus cognitifs. Ça peut aider. Moi, je suis toujours émerveillé de comment le cerveau humain fonctionne. Si vous vous rappelez de votre première leçon de conduite automobile, et de comment vous conduisez maintenant, la façon dont on a automatisé un certain nombre de tâches, le passage du levier, paf, paf, débrayage, machin. Le cerveau, c'est magnifique, et il y a des choses qui, au départ, requéraient une attention permanente, qui deviennent des automatismes parce qu'on a digéré les processus. Et tout ce qui permet d'aider, peut-être la boîte automatique par rapport à la boîte manuelle, et ainsi de suite, ou le fait, attention, il y a un cycliste dans l'angle mort, des tas de choses qui vont nous permettre effectivement d'être moins stressés et de pouvoir finalement ne pas être en surcharge cognitive quand on va être dans une tâche qui requiert notre attention. Et effectivement, la puissance des technologies numériques permet la prise en charge par la machine de tâches de détection de plus en plus fines, et j'allais dire en amont des conséquences. Bien sûr, on peut détecter quand, sur un quai de gare, quelqu'un appuie sur un bouton pour dire « alerte, un pickpocket m'a pris mon sac ». Mais ce qu'on cherchera à faire, c'est de détecter sur le quai, par des caméras, le mouvement des personnes, pour se dire « tiens, cette personne-là n'a pas le comportement standard d'un voyageur. Que fait cette personne sur le quai exactement ?» Et que les agents de sécurité vont pouvoir se concentrer sur le comportement de la personne en question. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon un peu statistique, et puis la déviance par rapport aux statistiques. Ça, c'est effectivement ce que j'évoquais sur les trajectoires des personnes, et se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, devenir vigilant, devenir attentif, d'une façon assez, j'allais dire, rustique. Et puis, il y a effectivement ce qui est permis par la collecte massive de données, qui est permise par le numérique, qui va permettre d'étudier sans savoir exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire essayer de détecter des corrélations dans des masses de données pour identifier des ensembles de comportements. Ça, c'est tout le travail de ce qu'on appelle les mégadonnées, big data en anglais, c'est-à-dire la fouille de données pour essayer de déduire et d'exhiber des comportements particuliers qu'on pourra, par exemple, ensuite utiliser de façon commerciale en disant « tiens, la personne a commandé tel objet, on peut peut-être lui proposer tel autre, parce que plein d'autres gens ont fait pareil. » Simplement, la mise en garde que je fais par rapport à ça, c'est que tout traitement automatisé est intrinsèquement conservateur et ne peut s'adapter à des situations exceptionnelles. Tout traitement, même si on vous rebat les oreilles avec « oh, la magnifique intelligence artificielle qui a battu quelqu'un au jeu de Go », c'est vrai que c'est super, mais c'est quand même sur une surface plate de quelques dizaines de cases par quelques dizaines de cases, avec juste des pions blancs et noirs. Ça ne veut pas dire que cette machine super sera capable de traverser la route sans se faire écraser par le premier camion qui passe. On est face à des traitements qui sont spécialisés, et qui sont très efficaces. Il y a des machines à trier les pommes qui trient les pommes plus vite qu'un humain, mais d'un autre côté, je ne me réduis pas à un trieur de pommes. Et donc, effectivement, la notion d'intelligence artificielle est relativement surfaite. On parle même d'ailleurs d'intelligence artificielle faible, autrement dit, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est juste des traitements automatisés qui essayent de reproduire un comportement auquel ils ont été entraînés. Et donc, toute procédure, bien sûr, c'est dans le cadre numérique, on le voit bien, mais pas seulement, toute procédure code de la norme sociale. Quand dans un formulaire, il y a marqué « monsieur, madame » avec 2 cases à cocher, ou alors sur une boîte de choix, c'est ou l'un ou l'autre,
c'est très réducteur. On code dans la norme sociale que vous ne pouvez être que monsieur ou madame. Et pas monsieur toute la semaine, sauf le samedi soir où vous décidez d'être madame. Donc, effectivement, il faut prendre en compte que ces traitements-là aussi, ayant été réalisés par des personnes dans un certain point de l'espace et du temps, avec une certaine culture, en utilisant des outils, avec des jeux de données particuliers, sont pétris de biais, et il faut pouvoir savoir s'en dégager, ce dont la machine n'est absolument pas capable. Et donc, aussi, voir qu'il y a une dualité. L'outil, bien sûr, a une influence sociale, mais peut être utilisé pour plusieurs finalités. On voit en particulier beaucoup d'utilisation des mégadonnées dans un but de contrôle des personnes, que ce soit un contrôle d'achat ou même un but répressif. Par exemple, là, en ce moment, les services des impôts travaillent sur la détection de fraude fiscale ou aussi, donc, pour les services sociaux, la détection de fraude sociale par, justement, corrélation de données pour voir des comportements de demande de droits qui seraient qui sortiraient de l'ordinaire. Alors qu'on pourrait très bien paramétrer aussi ces systèmes pour finalement chercher les personnes qui ne bénéficient pas des droits dont elles devraient bénéficier. Et effectivement, il y a une utilisation qui pourrait être faite de ces systèmes qui serait bénéfique. Alors ça pose une question parce qu'en général, ces systèmes d'aide au droit, les systèmes de droits sociaux sont créés avec comme budget l'idée qu'il y a des gens qui ne vont pas les demander. Parce que demander des allocs, ça fait pauvre. Il y en a certains qui vont explicitement refuser les droits qu'ils peuvent avoir. Et si tout le monde avait les droits, ou s'ils étaient accordés de façon semi-automatique en fonction de ça, les régimes seraient encore plus en déficit, parce que finalement, on avait déjà taillé sur un système avec un budget particulier. Et puis, donc, là aussi, là, les chercheurs le font déjà, il y a plein de choses très passionnantes là-dessus. Le suivi à domicile des personnes dépendantes, la personne qui ouvre 10 fois sa porte de placard, on se dit, tiens, là, il y a un problème, elle est en désorientation, on va peut-être envoyer quelqu'un pour voir si la personne n'a pas un épisode Alzheimer, et dans ce cas-là, on va l'accompagner, la rassurer, l'aider. Là aussi, c'est des mécanismes qui peuvent aider à faire attention à l'autre. Donc, bien sûr, les outils numériques ne constituent qu'un outil, pas une finalité, et l'encadrement des finalités, lui, est dévolu au législateur. La loi n'a rien à voir avec la morale, mais déjà, ça peut aider quand même. Et donc, je rappelle, parce que ça me fait très plaisir d'être soumis aux dispositions d'une telle loi, l'article 1er de la loi informatique et liberté, 1978 quand même, ça montre le côté visionnaire de ses rédacteurs. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ça envoie du texte. Plus opératoire, pour montrer que le législateur avait quand même déjà aussi débroussaillé le terrain des usages, j'ai un petit coup de projecteur sur l'article 10 de cette même loi informatique et liberté, dans lequel, effectivement, on voit que le fait que des personnes puissent être sujettes à des décisions automatisées est quelque chose qui ne doit pas être autorisé et doit être fortement encadré. On peut en particulier penser aux péripéties sur le logiciel APB, donc, qui, effectivement, pose cette question de l'affectation automatique des gens selon des conditions qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. Et on a vu qu'avec ce logiciel, selon la façon, il y a eu des expérimentations scientifiques, et selon la façon dont les gens placent leurs vœux, ils auront ou n'auront pas ce qu'ils souhaitent. Et donc, connaître le fonctionnement du dispositif est un avantage tactique pour les personnes qui en sont les usagers. Donc, j'en terminerai sur, finalement, l'éthique toujours. Quand on parle d'attention, là je vous ai parlé parfois d'attention au sens biologique du terme, on peut remonter bien sûr parce qu'en filigrane se trouve l'attention de personne à personne, et donc l'attention portée à l'autre, elle s'exprime dans la façon dont on le considère, et donc la médiation induite par le numérique peut conduire effectivement, si c'est mal fait, à une déshumanisation des personnes, à une fragmentation de l'identité en un ensemble de données qui sont par nature réductrices. Pensez au monsieur, madame, pensez à toutes les données qu'on vous demande. Parfois, le cadre est extrêmement réducteur et bien évidemment très loin de la réalité, de la richesse des personnes. Et puis ensuite, la question de la suggestion à des traitements automatisés. Est-ce que c'est ma plateforme de réseau social qui doit choisir ce que je filtre, ce qui est filtré ou n'est pas filtré? Est-ce que je ne peux pas prioriser les messages que je veux toujours voir, d'autres que je n'ai pas envie de voir? Et donc, effectivement, de ce côté-là, on peut considérer qu'il y a une certaine déloyauté des responsables de traitement. Alors, ils vous diront non, pas du tout. C'est dans nos conventions générales d'utilisation, à la 22e page, en tout petit au fond.
Qui a déjà lu les conditions générales d'utilisation d'un service numérique avant de cliquer sur « J'accepte » ? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Et donc, effectivement, hein, l'objectif, c'est que clairement, pour équilibrer la place des personnes dans la société numérique, il faut clairement que les individus comprennent la nature des traitements qui les concernent. Là aussi, la législation évolue dans le bon sens, hein, en particulier la loi République numérique de 2016 pose comme principe que pour les traitements issus de la puissance publique, les personnes soient informées du principe des traitements et de comment ça fonctionne dans un langage qu'elles peuvent comprendre, qui leur soit accessible. Et donc, moi, je ne vois pas de raison, personnellement, pour que ces obligations ne soient pas étendues au secteur privé. Savoir quels sont les tiers économiques d'un acteur qui me fournit un service. On me fournit un service d'itinéraire. Est-ce que c'est l'itinéraire le plus court ou est-ce que ce n'est pas l'itinéraire qui va passer devant le plus de panneaux publicitaires de la régie machin qui contracte avec mon opérateur ? J'aimerais bien le savoir. Et donc, sans trahir le secret industriel, savoir quels sont les acteurs qui rentrent dans la chaîne de valeur du fournisseur de services, je pense que c'est important pour les personnes. Et donc également aussi, hein, préserver ses capacités d'écoute et d'attention, et donc à partir de là, choisir des services dont le modèle économique n'est pas fondé sur l'économie de l'attention, puisqu'on cherchera à vous gaver le plus possible. Clairement, liberté et gratuité, c'est pas la même chose. En anglais, c'est couillon, free, ça veut dire libre et gratuit, qui sont deux concepts radicalement différents. Je ne sache pas, par exemple, qu'un dealer vous propose gratos vos 2 premières doses de crack pour vous rendre libre, mais pourtant c'est gratuit. Et donc, parfois, il faut savoir payer pour des services. Il faut savoir accepter de prendre une messagerie qui va vous coûter quelques euros par an, mais qui au moins garantira qu'elle ne lit pas vos données et de fait ne cherchera pas à vous proposer des contenus publicitaires au détriment de votre liberté de choix, d'écriture, d'inspiration. Donc voilà, l'homo numericus, clairement, ça va être un citoyen qui doit être informé. Il y a un encadrement législatif, et c'est toujours important de peser sur le législateur dans l'objectif du respect des personnes, mais on doit également, tous collectivement, s'entraider et comprendre des règles d'hygiène numérique qui doivent effectivement nous permettre de naviguer en autonomie dans le monde numérique en faisant attention à ce qui nous importe vraiment. Merci.